à tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon parce qu'en plus c'était un week-end prolongé, voilà, c'était le week-end du 1er mai. Donc vendredi dernier c'était férié et j'ai donc eu le plaisir d'avoir 3 jours de week-end rien que pour moi parce que je n'avais rien de prévu et donc j'ai pu faire ce que je voulais, faire du shopping, faire à manger, aller courir et bien évidemment lire et ça fait plaisir. Alors, j'ai terminé ce week-end un livre qui était pas fifou, mais je ne vais pas vous en parler ici parce que je vous en ai parlé en long, en large et en travers, n'est-ce pas, dans le précédent vlog. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite forcément à aller le voir. Comme d'habitude, je vous le mettrai dans le petit juste ici. Donc n'hésitez pas si vous voulez connaître l'identité de ce livre pas fou et mon avis un petit peu plus détaillé quand même à son sujet. Donc voilà, c'est là que ça se passe. Sinon, comme je vous l'ai dit également dans le précédent vlog, je suis en pleine lecture d'un cosy mystery que j'aime beaucoup. C'est le deuxième tome des folles enquêtes de Magritte et Georgette de Nadine Monfils, ici donc tome 2 qui se passe à Knock-le-Zout, donc à la mer du Nord, où on va suivre donc Magritte et Georgette qui se prennent quelques petits jours de vacances, donc dans un hôtel au bord de mer à Knock-le-Zout, et lors de leur première soirée, ils vont souper à côté donc ils vont souper en tête-à-tête, mais à la table voisine, il va y avoir un monsieur avec qui Georgette va un petit peu discuter, et ils vont apprendre que ce monsieur est à la recherche de sa femme, qui est journaliste et qui aurait disparu. Le lendemain, Magritte et Georgette vont faire bronzette sur un transat sur la plage parce que chose rare à la mer du Nord, il y avait plein soleil ce jour-là et leur petite chienne Loulou va un moment gratter le sable comme ça et quand ils s'intéressent à ce que leur chienne fait, ils remarquent en fait elle a déterré une main et en creusant un petit peu plus profond, ils remarquent que cette main appartient à leur fameux voisin de table de la veille qui a l'air d'être mort noyé, ça a l'air d'être un banal accident, voilà, il se serait promené le soir le long de la mer et puis il se serait laissé emporter par une vague, sauf que Georgette et Magritte qui aiment bien traquer un petit peu les meurtriers. Pour eux, ce n'est pas du tout un accident, mais c'est un assassinat. Et donc, ils se décident à se livrer à leur plaisir secret, donc à mener l'enquête et à découvrir qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur. Donc ils mènent l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à ce monsieur et qui est le potentiel meurtrier qui rôde le long de la mer du Nord. Voilà un petit peu pour le résumé de cette histoire. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre. On est donc en compagnie de Magritte et Georgette qui forment un couple totalement bucolique, mais assez frais, je trouve, et agréable à suivre malgré le caractère de cochon de Magritte et le côté un petit peu plus spontané et ma foi un petit peu caractériel aussi de sa femme, mais je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien, qui est vachement agréable à suivre. En plus, ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que Nadine Monfils, elle a une plume qui est extrêmement drôle. En plus, elle est belge, donc elle va ponctuer son récit d'anecdotes autour de ce qu'on fait en Belgique, comme par exemple manger des croquettes aux crevettes, des moules frites ou se balader en cuistax le long de la berge de la mer du Nord. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un cuistax, je vous invite à aller voir ça sur internet. Elle ponctue également son récit de belgicisme, bien évidemment, et d'expressions totalement bruxelloises et de références belges. Et donc c'est véritablement pour moi une bouffée de fraîcheur, moi qui suis en plus une expatriée, j'habite au Luxembourg alors que je suis belge. Et du coup pour moi c'est un petit peu comme un retour à la maison, comme une petite safe place dans laquelle j'aime bien me mettre de temps en temps pour me bercer de références et de vocabulaire qui me sont bien connus. Alors ici on est dans un cosy mystery, donc forcément l'enquête à proprement parler, elle passe un petit peu au deuxième plan. Nadine Monfils va plutôt centrer son histoire sur le couple Magritte et Georgette, va décrire un petit peu le personnage qui était Magritte, donc on va en apprendre un petit peu plus sur son histoire, son enfance, comment il a évolué dans la vie et sa carrière de peintre. On va apprendre également donc un petit peu plus sur son mariage, sa dynamique de couple, etc. Et on va également en apprendre sur véritablement Magritte en tant que peintre et donc c'est un peu une plongée dans aussi bien la biographie de Magritte que toute sa
je sais pas s'il y a un nom pour les... Parce que par exemple les auteurs c'est leur bibliographie, mais est-ce qu'il y a ça pour les peintres, pour leur pinacotécographie? Non, pas du tout. Bref, on va en apprendre plus sur Magritte en tant qu'artiste, et donc elle va nous parler de ses inspirations, de comment est-ce qu'il voit ses peintures, quelle est sa conception de l'art, comment est-ce qu'il se voit en tant que peintre, comment est-ce qu'il se comporte, comment il évolue dans la société artistique belge et européenne, voire également mondiale. Donc elle va ponctuer son récit de petites anecdotes au sujet de Magritte, et on va également avoir des références à ses œuvres d'art. Donc voilà, donc c'est vraiment une plongée totale dans l'univers de ce couple belge et de ce peintre notamment particulier. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'aime bien. Magritte en plus c'est l'un de mes peintres préférés, c'est un peintre que j'étudie depuis que je suis toute petite. Donc c'est vraiment un petit récit Madeleine de Proust entre guillemets qui me fait sentir comme chez moi, avec une plume fluide, hyper agréable, teinté d'humour. En plus, les chapitres sont courts et voilà, donc ça donne véritablement du rythme. Et même si l'enquête passe au second plan et qu'il y a beaucoup d'explications sur la vie de Magritte, sur sa vie et son œuvre, moi j'aime bien le personnage, donc j'adore en apprendre un petit peu plus sur lui. Et j'aime bien également la dynamique qu'il forme là avec sa femme Georgette. C'est vraiment... ils me font vraiment rire les deux gaillards. Hein. Franchement, ils ont une dynamique très particulière. Magritte a l'air d'avoir quand même un sale caractère, d'être un bonhomme assez complicado. Mais Georgette arrive bien à le tempérer et je trouve que leur dynamique fonctionne vraiment bien. Ils sont hyper attachants. Ils me font rire avec leur petite chienne, donc Loulou, qui s'appelle, je pense, Jackie, mais qu'ils appellent Loulou parce que c'est un petit loulou de Poméranie ou je ne sais plus trop quoi la race. Enfin bref, franchement, c'est un livre qui me fait rire, qui me fait passer un bon moment. Et donc, j'ai hâte de le continuer. Je sais plus si je vous ai dit où est-ce que j'en étais. Je suis à la page 122 sur 260, je pense. Sur 260, voilà. Donc, je suis presque à la moitié du bouquin. Voilà, j'ai lu tout ça et il me reste tout ça à lire et franchement j'ai hâte de le continuer et j'ai hâte également de connaître l'identité de la personne qui a tué ce pauvre monsieur, ou en tout cas voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pauvre monsieur, parce qu'il a pas l'air très très agréable. Hein. La victime, c'est pas une victime que tu as envie de plaindre et que tu as envie de dire oh le pauvre, non, pas du tout. Ça m'avait l'air d'être un personnage un petit peu détestable, mais bon quand même, on ne tue pas les gens, donc j'ai hâte quand même de connaître les tenants et aboutissants de cette enquête, de cette folle enquête que mènent Magritte et sa femme Georgette. Voilà donc pour ma lecture papier. Sinon, pour ma lecture audio, j'ai commencé hier lors de mon run un nouveau livre. Alors pour la petite anecdote, pourquoi j'ai choisi ce livre-là ? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu un mail de la part de Audible qui m'annonçait les livres gratuits du mois. Et parmi les titres gratuits, il y en avait un que j'avais en physique dans ma palle. Et donc je me suis dit, quitte à écouter un bouquin, autant écouter un bouquin que j'ai également en physique dans ma palle. Et donc ainsi, ça me permettra de la vider d'un livre en plus. Et j'ai décidé d'écouter du coup la liste de Florian Denisson. Alors dans ce livre, on va suivre Maxime Monceau, qui est un spécialiste du langage non verbal, qui revient après 2 mois de burn-out dans son équipe de police. Et le jour de son retour, il y a également un homme un petit peu chelou, qui a l'air d'être un drogué en manque, enfin bref, un homme qu'on n'a pas trop envie de fréquenter, qui arrive au commissariat et qui répète en boucle « Je les ai tous tués, je les ai tous tués, je les ai tous tués ». Et quand les policiers lui demandent d'approfondir un petit peu plus son discours, il va noter 4 noms sur une liste. Les policiers vont donc enquêter sur ces 4 personnes et la seule chose c'est que ces personnes ont l'air d'être totalement disparues dans la nature parce qu'ils n'arrivent à trouver aucun indice pour savoir si ces personnes sont effectivement mortes et si elles ont été tuées par notre petit gaillard qui est arrivé au commissariat, ou si elles sont vivantes, mais qu'elles sont juste pas à leur domicile, ailleurs, en vacances, etc. Enfin bref, c'est véritablement le mystère autour de ces personnes. Et en fait, la seule chose, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de corps et qu'il n'y a pas de suspicion de crime, le bonhomme qui est arrivé en disant « je les ai tous tués, je les ai tous tués », ils ne peuvent pas l'arrêter, ils ne peuvent que le mettre en garde à vue, et la garde à vue a une durée limitée. Et donc du coup, avant que cette garde à vue ne se termine, il faut absolument trouver des informations sur les potentielles victimes, parce que sinon ils vont être obligés de relâcher le gaillard un petit peu chelou, et si c'est vraiment un meurtrier, il risque de continuer
à tuer. Et donc voilà, c'est un petit peu une course contre la montre pour essayer de savoir si les personnes de la liste sont vivantes ou non, et qu'est-ce qui est en place, voilà, parce que si elles sont en vie, pourquoi le gars clame qu'il les a tous tués, et en plus le gars il a un comportement véritablement chelou parce qu'il a l'air d'avoir peur de quelqu'un, mais de qui? Ah ah, mystère. Voilà donc un petit peu pour le résumé de la liste. J'ai écouté l'équivalent de 119 pages, voilà, je suis au chapitre 10, chapitre avec un marque-page chat. Vous voyez, même le marque-page, il se marre. Il tombe de rire. En plus, pour la blague un peu lourde, on est le 4 mai aujourd'hui, je vous ai pas encore fait la blague de May the 4th be with you pour les amateurs de Star Wars. Bref, je disais donc, page 119 sur... Oh, avec tout cela, j'ai les cheveux dans les yeux. Allez, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Donc, 119 sur 350, donc j'ai lu environ un tiers du bouquin. Franchement, ça s'écoute bien. Hein, j'ai pris plaisir à écouter ce début de roman. C'est assez mystérieux. C'est un peu, j'ai l'impression, un roman... un roman, comment on dit ça, comme une poupée russe, un roman à cases, moi j'appelle ça, mais je sais pas si c'est véritablement le vocabulaire. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, pour arriver au bout de ce genre d'enquête, c'est véritablement les poupées russes, quoi. Il faut creuser de plus en plus et on va en fait de découverte en découverte, en découverte, en découverte, et qu'à chaque fois ça monte crescendo au niveau des découvertes et que les policiers, ils galèrent un petit peu, mais ils arrivent quand même à avancer et à chaque fois, ils ont affaire à des trucs de plus en plus dingues jusqu'au dénouement final qui va... être impressionnant, ou en tout cas je l'espère. Et en fait là, en écoutant le début de ce roman, j'ai vraiment l'impression d'être dans ce genre de thriller en fait, voilà, dans ce thriller hyper mystérieux, hyper nébuleux, parce que là où j'en suis, c'est vraiment toujours mystérieux quoi, c'est voilà, on ne sait pas ce qui est arrivé aux gens, les policiers commencent à faire leur première découverte, et commencent à imaginer des trucs, etc. Ils se posent des questions, il y a plusieurs choses que l'on relève, que eux ont relevé aussi, et que nous, lecteurs, on a relevé aussi, et on se dit, tiens, c'est étrange, c'est bizarre, et puis, voilà, on sait des choses un petit peu par l'intermédiaire des différents personnages, donc du coup, nous, on fait déjà un petit peu plus rapidement le lien, mais ça reste quand même... Tu te poses des questions, quoi, où t'es là, mais c'est pas normal, et ça, et ça, et ça, et pourquoi, et comment, et ceci. Donc voilà, ça reste encore très mystérieux, très nébuleux, mais assez haletant, parce que ça me donne envie de continuer le livre et d'en savoir plus, quoi, au niveau de cette enquête. Au niveau du personnage principal, donc je l'ai dit, on va principalement suivre Maxime Monceau, et lui, par contre, il est chelou. Vraiment, c'est un personnage assez bizarre. Il a des méthodes d'investigation qui lui sont propres. Et c'est un petit peu déroutant. Franchement, quand il a l'air méga perché, quoi. Franchement, quand on écoute comment il est sur son enquête, comment il se comporte et comment il récolte des indices, tu te dis... Putain, j'ai affaire à qui, quoi? Franchement, c'est qui ce gars? C'est ultra, ultra bizarre. Et en plus, ce qui est hyper drôle dans le livre, c'est que son collègue, enfin son coéquipier, en fait c'est donc lui il est parti en burn-out, hein, Maxime, et en fait on a pris quelqu'un pour le remplacer, le temps qu'il guérisse, quoi, qu'il revienne de son burn-out. Donc Maxime est revenu, mais la personne qui l'a remplacé, elle fait toujours partie de l'équipe, et donc du coup le supérieur va les mettre ensemble, et donc du coup, lui, le remplaçant qui n'a jamais eu l'occasion de véritablement travailler avec Maxime, découvre en même temps que nous ses méthodes d'investigation, et du coup, il a les mêmes réflexions que nous en étant là, genre mais what? C'est quoi ce gars? C'est quoi ces méthodes? C'est chelou, mais what? Et c'est marrant en fait, c'est vraiment marrant parce qu'on a véritablement la même réaction qu'un des personnages du livre, et c'est clair que Maxime il est méga perché, et donc je suis hyper curieuse de voir le développement de ce personnage. Je me demande comment ce qu'il fait va permettre d'avancer dans l'enquête et de donner des indices qui vont être pertinents quant aux avancées. Donc voilà, je suis véritablement curieuse. Pour l'instant, je prends plaisir à écouter ce livre. Et voilà, donc j'ai hâte demain d'enfiler mes baskets et d'aller faire mon petit run de récupération, parce que je sais que je vais pouvoir écouter pendant quelques minutes ce livre un petit peu avancé. Et donc, je vous en parlerai un petit peu plus dans cette semaine. Voilà, écoutez, c'est déjà tout pour moi pour ce premier rush en tout cas. Et je vous dis donc à plus tard.
clôturer cette semaine de vlog. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous installer bien confortablement dans un fauteuil, de vous servir une petite boisson chaude ou un apéro parce que mon blabla livresque risque d'être un petit peu long. Parce que au programme, nous avons quand même pas mal de choses de prévues. Sachez que là-dedans, il n'y a aucun achat, hein, il n'y aura pas de book haul dans ce vlog, mais ce sera bien un très grand update lecture parce que comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai bien lu cette semaine et ce week-end. Parmi tous ces livres, 2 sont en cours, mais tous les autres ont été lus et j'ai donc voilà un très long blabla livresque à vous partager. Donc voilà, installez-vous bien confortablement et quand vous êtes prêts, bah écoutez, c'est parti. C'est bon ? On peut y aller ? Super! Alors, comme je vous l'avais annoncé dans le dernier rush, j'étais en pleine lecture donc des Folles Enquêtes de Magritte et Georgette, le 2e tome à Knock-le-Zout de Nadine Monfils, et je l'ai enfin terminé. Je l'aurais traîné quand même sur plusieurs jours. Vous savez que je n'aime pas ça, d'autant plus que là c'est un petit cozy mystery, ça se lit bien, ça se lit vite, et donc c'est assez frustrant en fait de ne pas pouvoir le dévorer comme je l'aurais souhaité. Mais bref, je l'ai terminé et j'en suis ravie parce que franchement c'était un livre qui était très sympa à lire, c'est léger, c'est plein d'humour, j'adore la plume de Nadine Monfils. En plus dans ce livre-là, on va suivre Magritte qui est un peintre belge et donc on va en apprendre plus sur sa vie, sur son œuvre et également sur d'autres artistes belges. Et donc je trouve que le fait d'avoir un récit léger qui mêle enquête, un petit peu culture générale et légèreté et humour, moi c'est véritablement un combo qui me plaît et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Cela dit, c'est vrai que on est ici dans un cozy mystery et un cozy mystery pur jus, c'est-à-dire que l'enquête passe clairement au dernier plan. On va plus suivre Magritte et sa femme pendant leur pérégrination donc à Knock-le-Zout, à la mer du Nord. Et il faut bien avouer que finalement, si à la fin du livre, on en apprend un petit peu plus sur ce qui est arrivé à ce pauvre homme qui a été découvert dans le sable, eh bien ce n'est pas parce que Magritte et Georgette ont enquêté et en fait tout le mystère se résout un petit peu par hasard. Alors oui, ils vont de temps en temps poser des questions et ça épaissit le mystère de toute cette histoire, mais la résolution finale ne vient pas grâce à l'enquête de Magritte et Georgette, mais tout simplement par hasard. Et en fait, les découvertes majeures de cette enquête arrivent à chaque fois par hasard, donc c'est pas... Voilà, je trouve que le titre du coup est un petit peu mensonger parce qu'on n'est pas réellement dans une enquête, on est plus on va suivre plus le quotidien du couple Magritte et c'est par hasard qu'ils vont tomber sur un corps et par hasard qu'ils vont tomber sur les indices qui mènent à l'identité du meurtrier. Bon, à part ça... Voilà, c'est clair que je me suis pas plongée dans ce livre pour avoir une enquête extrêmement haletante, extrêmement bien fouillée, avec des enquêteurs vraiment assidus et qui vont découvrir plein de choses. Je me suis plutôt plongée dans ce livre pour son atmosphère, pour son rythme et pour son humour et donc du coup voilà, j'ai passé quand même un excellent moment lecture, c'était très agréable. Moi c'est une saga de cozy mystery que j'aime beaucoup, que je vais d'ailleurs continuer. Après voilà, sachez juste que si vous voulez vous lancer dans cette lecture, ce n'est pas... Voilà, l'enquête passe clairement vraiment, mais vraiment loin en arrière-plan et c'est pas une enquête policière à proprement parler. Il y a du suspense, mais ce n'est pas une enquête d'Hercule Poirot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et un petit peu, voilà, si vous aimez les cozy mystery, pour un petit peu faire la comparaison, on n'est pas non plus dans le cozy mystery Les Détectives du Yorkshire, voilà, où là on a vraiment affaire à Delilah et à Samson qui enquête, qui récolte des indices, etc. pour trouver le mystère. Là, il y a une enquête, oui, mais un peu une enquête vite fait, bien fait, d'un couple amateur qui réunit comme ça des indices, mais qui finalement arrive à la conclusion de leur histoire vraiment par hasard. Donc voilà, soyez juste prévenus par rapport au rythme et à cette histoire, mais en tout cas moi j'ai passé une excellente lecture et voilà, j'ai passé un très bon moment. Voilà donc pour le livre que je lisais la dernière fois que je vous avais pris. J'écoutais également la dernière fois que je vous avais pris la liste de Florian Denison et je l'ai terminé ce week-end. Alors là on est un peu, je vais pas dire sur une déception,
Mais je suis un petit peu mitigée par rapport à ce livre, parce que autant j'ai trouvé que l'intrigue et le final étaient intéressants, autant j'ai trouvé que c'était extrêmement mal amené. Déjà, tout, on va dire, le twist et les informations concernant l'enquête en cours arrivent extrêmement tard dans l'histoire, beaucoup trop tard, j'ai trouvé. Et donc, bah, ça a l'effet où on nous tient en haleine, et puis on a la révélation, et puis le roman se conclut. Et il n'y a rien derrière. Et ça, j'ai trouvé ça véritablement dommage. Et en plus, cette révélation, le twist, voilà, de cette histoire n'est pas du tout arrivé parce que l'équipe de gendarmes a enquêté, a découvert des choses et est arrivée à cette conclusion, mais en fait c'est un personnage totalement random que l'on a rencontré quelques pages avant le dénouement final, qui nous explique un petit peu tous les tenants et aboutissants de cette enquête, qui va nous expliquer le dénouement. Et c'est tout. Et derrière ça, une fois qu'on a compris le twist, le dénouement, etc., il n'y a aucune conséquence derrière. C'est-à-dire que on termine le livre au point où on l'a commencé en réalité, et si l'équipe de gendarmes n'avait pas été là, eh bien, on en serait au même point. C'est un petit peu pour... je sais pas si vous avez la référence par rapport à ce film, mais c'est quand on parle de Indiana Jones et alors je sais plus le titre exact, mais le truc de l'arche perdue. En fait, Indiana Jones n'a servi à rien dans l'histoire s'il n'était pas là. Comment dire, l'histoire en question aurait eu les mêmes conséquences. Donc Indiana Jones n'a pas eu d'impact sur le dénouement de l'histoire de l'arche perdue. Et ici c'est un petit peu pareil. Voilà, on n'aurait pas eu les gendarmes, le point de départ et le point final, ça aurait été la même chose vu que les gendarmes n'ont aucune implication sur le dénouement, et que une fois qu'on est arrivé à ce dénouement, il n'y a aucune conséquence derrière. Et donc voilà, in fine, les gendarmes, ils ne servent vraiment à rien. Voilà. Et donc pendant pendant tout le livre, tu vas suivre cette enquête pour finalement pas grand chose. Après, je trouve ça dommage parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant, mais trop mal amené, trop mal développé, et voilà. Et donc du coup, j'ai été un petit peu déçue par cette fin, en me disant, j'ai l'impression en fait d'avoir été dupée par l'auteur, et voilà, on arrive à cette fin et on se dit, ouais, ok, et donc du coup, quid voilà, parce que tu nous laisses comme ça, mais ça me fait une belle jambe en fait. Ça me fait vraiment une belle jambe. Qu'en est-il de la suite? Voilà, et j'ai été me renseigner. Alors oui, le personnage principal, on le retrouve dans un autre bouquin, mais pour une toute autre enquête, et donc du coup, il y aura aucune suite à cette histoire, et je trouve ça véritablement dommage. Après, il faut quand même rendre justice à ce livre. C'est quand même un livre qui a été très agréable à écouter. J'ai vraiment été prise dans cette enquête, mais c'est le seul point positif pour moi, parce qu'en plus, le personnage principal, donc qui s'appelle Maxime Monceau, je l'ai vraiment trouvé très très spécial. Il était vraiment chelou, un petit peu too much à mon goût, un peu trop caricatural, un peu trop hors cadre, et il était également très compliqué à cerner. Et du coup, comme on le suit majoritairement lui, il était trop instable, trop chelou, trop too much pour qu'on s'attache à lui, ou qu'on arrive à le cerner, qu'on arrive à s'attacher tout simplement à lui. Et donc c'était pas quelqu'un qui était agréable à suivre pendant tout ce livre. Et encore une fois, même si je sais qu'on va le retrouver dans une autre enquête, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été assez développé dans ce tome pour me rendre curieuse à son sujet, et pour me donner envie de continuer à le suivre dans ses prochaines enquêtes. Donc voilà, donc je pense que malheureusement, je ne continuerai pas la saga de Maxime Monceau de Florian Dennisson. Je me dis peut-être en audio un jour, si jamais j'ai vraiment envie d'un roman qui me prend pas trop la tête et qui est quand même agréable à écouter, mais vu que celui-ci, je l'ai pas trouvé oufissime, voilà, je réfléchirai à 2 fois avant de continuer cette saga, mais en tout cas, j'ai pas été assez titillée ou intriguée, ou je me suis pas assez attachée à son personnage principal pour continuer. Donc je suis à la fois curieuse de lire un 2e livre de l'auteur pour voir ce qu'il a dans le ventre, pour voir si
Est-ce qu'on est sur la même trempe que celui-là, donc c'est-à-dire un roman pas mal mais sans plus, ou si vraiment la suite va être une enquête un petit peu, alors je vais pas dire plus palpitante parce que celle-ci était quand même assez palpitante, mais une enquête qui va me faire peut-être passer un meilleur moment, un petit peu plus de frissons et surtout qu'il y aura une conclusion un petit peu plus satisfaisante à mes yeux. Donc voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises. D'un côté, j'ai envie de lui donner une seconde chance, mais d'un autre côté, voilà, il ne m'a pas assez convaincue et son personnage principal n'est pas assez agréable à suivre pour me convaincre à 100%. Donc voilà, je suis un peu à un entre-deux. On verra si un jour je continue ou si je lis un deuxième livre de Florent Denisson. Mais en tout cas, celui-là, voilà, c'était une lecture qui était agréable à écouter. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Je n'ai pas été convaincue par l'histoire et j'ai trouvé malheureusement son personnage principal un petit peu trop caricatural, too much, et ouais, pas trop envie de continuer, de continuer avec lui. Alors, ce livre-là, je l'ai terminé samedi, lors de mon run, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et juste avant de partir courir et de terminer du coup la liste de Florian Denisson, j'ai lu ce livre-ci, qui est L'homme sous le toit de Francis Groff, que j'ai ici aux éditions Deville, ouais c'est ça, aux éditions F Deville. Voilà, ça c'est un livre que j'avais reçu de la part de ma copine de book club Stéphanie pour mon anniversaire. Je pense que j'avais omis de vous le présenter dans ces vlogs, mais bon voilà, je l'ai lu donc je vous le présente maintenant. C'est un tout petit bouquin que j'ai dévoré entre vendredi soir et samedi. J'ai pas pu le lâcher, clairement ça a été un page turner pour moi. Mais d'abord, avant de vous donner mon avis à son sujet, de quoi parle ce bouquin? Donc dans L'homme sous le toit, on va suivre trois personnages, en fait on va suivre trois narrateurs différents. Il va y avoir le père de famille, le chat de la famille et un narrateur externe. Et ces trois narrateurs vont nous expliquer un petit peu l'histoire de cette famille. Dès les premières pages, on sait qu'il y a un drame qui a frappé cette famille, mais on ne sait pas quoi et on ne sait pas quand. Et on va suivre comme ça en fait principalement donc le père de famille. En fait le roman est divisé en 4 parties. Il y a une partie avant le drame, pendant le drame, après le drame et bien des années, 3 ans après le drame. Voilà, on suit 4 parties. Et ces 4 parties donc vont un petit peu nous expliquer qui est le père de famille, qui est la mère, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, la famille qu'ils ont fondée, etc. Et on va suivre cette famille un petit peu comme dans un huis clos. Et on sait qu'il y a un drame qui va frapper et on va suivre un petit peu cette famille, donc le avant, le pendant et le après, le drame qui les a frappés. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai trouvé qu'en fait l'auteur a bien géré la tension psychologique de ce roman. Donc en nous disant dès le début qu'il y a un drame qui est arrivé, ça nous happe directement. Et comme on ne sait pas quand il va arriver ce drame et qu'est-ce qui s'est passé, hein, quel est ce drame, eh bien ça nous tient en fait en tension psychologique, qui va monter vraiment en crescendo jusqu'au moment où ce drame arrive. Et puis ensuite, une fois qu'il a frappé et qu'on est un petit peu étonné, on n'a qu'une envie, c'est de continuer et de voir comment cette famille va se relever et quelles vont être les conséquences de ce drame sur eux, et de voir un petit peu en quoi ça les a bouleversés, comment ils vont évoluer, quelle va être la suite en fait de cette histoire. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que je l'ai trouvé très touchant, très poignant. Je l'ai trouvé également très bouleversant par les thématiques qu'il aborde. Moi, c'est des thématiques qui me touchent très profondément. Ça m'a un petit peu fait penser à Suspicion d'Ophélie Cohen, qui est un roman qui m'a bouleversée au plus profond de moi. Et celui-ci, même s'il est moins percutant, il a été tout aussi bouleversant pour moi à cause de ces thématiques abordées, qui remue beaucoup de choses en moi. Et surtout, en fait, moi, ce que je trouve aussi bien dans Suspicion que dans L'homme sous le toit, c'est qu'à chaque fois, la plume... donc, en fait, le récit est très, très noir. Le récit est vraiment poignant, bouleversant. Il soulève des horreurs, vraiment. Mais c'est narré d'une plume tellement légère,
tellement fluide, tellement agréable, toute simple. C'est pas une plume alambiquée, on va pas partir dans des longues phrases ici, les phrases sont relativement courtes, le vocabulaire utilisé est, n'est pas alambiqué, n'est pas riche, c'est pas de la grande prose, mais c'est cohérent avec ce livre, c'est un roman tout simple, avec des phrases toutes simples, expliquées tout simplement, et je trouve que cette plume très légère, qui a, ouais, cette simplicité, face à l'horreur qu'elle raconte, je sais pas, moi c'est à chaque fois une manière de faire qui me bouleverse et qui me touche au plus profond de moi. Et quand j'ai terminé ce bouquin, j'ai pleuré. Voilà, encore une fois, ça faisait depuis Suspicion que ça ne m'était plus arrivé, mais j'ai tellement été bouleversée par le destin de cette famille que ça m'a touchée au plus profond de moi. Et en fait, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on va suivre, donc je vous l'ai dit, à travers donc 3 narrateurs différents, mais c'est principalement le père de famille qui va être mis en lumière dans cette histoire, c'est principalement lui qu'on va suivre. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper bouleversant de suivre la détresse de ce père qui est un peu mou. Vraiment, c'est un personnage que tu as envie de secouer, que tu as envie de lui dire « mais enfin, mais réveille-toi, bouge-toi » et tout, parce que tu comprends un petit peu son caractère, il est un peu mou, il se laisse un petit peu porter par les choses, il a envie de faire des choses mais il n'ose pas, par peur, par lâcheté peut-être aussi parfois. Et en fait, tu vas suivre donc ce père où tu vois qu'il veut bien faire, et puis finalement il y a la tragédie qui frappe cette famille, et tu vois un petit peu toutes les conséquences que cette tragédie a sur lui, qui aurait voulu bien faire mais qui ne savait pas comment, qui ne savait pas quand. Et je trouve que toute cette... voilà, cette soupe de choses, je sais pas comment expliquer ça, mais tous ces éléments en fait font que ce livre, je l'ai trouvé vraiment bouleversant, vraiment prenant. Et en fait aussi, je l'ai lu quasi d'une traite, donc je l'ai commencé vendredi soir, mais j'ai lu peut-être, 3-4 chapitres. Et comme je me suis plongée d'une traite dans ce bouquin samedi, j'ai vraiment eu cette... Enfin, j'étais comme prise dans le bouquin, j'étais englobée dans cette atmosphère, j'ai vraiment suivi ce drame familial en one shot, sans pause, en étant vraiment plongée dans l'histoire, et tout ça, tous ces éléments, la plume, les thématiques abordées, ce père que j'avais envie de secouer et en même temps que j'avais envie de serrer dans mes bras, la narration, tout ça a fait que j'ai trouvé que c'était un excellent bouquin. Et pour moi, ça a été un réel coup de cœur. Alors voilà, les thématiques abordées, elles sont pas évidentes, c'est très noir. On est vraiment dans une tension psychologique extrême, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai trouvé que c'était une histoire, encore une fois, qui mettait des mots justes sur certaines situations familiales, sur certaines horreurs qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans les romans et que la société n'a pas l'habitude non plus de mettre en lumière. Et donc, par tout ça, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je remercie Stéphanie voilà, de m'avoir offert ce livre. Elle avait été au salon du livre d'Étal, qui est un petit village... en Belgique à la frontière luxembourgeoise, et elle avait rencontré l'auteur, et je pense que ce qui lui avait plu dans ce livre au point de me l'offrir, c'était déjà je pense le petit chat sur la couverture et le fait que l'un des narrateurs ce soit le chat. Voilà, et donc je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Et en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le chat apporte une touche de fraîcheur. Donc quand on suit le père, on est vraiment au cœur de ce huis clos familial, de ce drame familial. Le narrateur est un petit peu plus externe, un petit peu plus détaché, mais voilà, n'est pas non plus... Enfin, est conscient un petit peu de ce qui se passe. Et le chat a peut-être un petit peu cette naïveté et cette légèreté d'esprit. Et c'est vraiment les chapitres du chat, je trouve, qui apportent un peu une touche de fraîcheur à ce drame où, voilà, avec ses yeux de chat, son caractère de chat, son comportement de chat et son expérience de chat, va être peut-être un petit peu plus détaché du drame familial, tout en étant conscient, mais il va apporter une touche de légèreté, on va dire ça comme ça, au roman. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce va-et-vient entre ces 3 narrateurs, cette histoire, cette famille, ce drame. Ça se termine d'une manière qui m'a brisé le cœur. Voilà, je vous l'ai dit, je l'ai terminé en pleurant, et franchement, j'ai bien aimé. C'est un drame
que l'on suit, que l'on voit se dessiner de manière un petit peu implacable, mais on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages pour découvrir l'horreur et découvrir toutes les conséquences qu'a cette horreur sur cette famille. Et voilà, c'était touchant, bouleversant, enfin bref, je vais pas revenir en boucle sur mon avis, mais voilà, c'est vraiment un roman que j'ai lu, qui m'a bouleversée, qui m'a énormément touchée, que j'ai aimé, c'est un coup de cœur. Et donc du coup, si ça vous intéresse aussi, je ne peux bien évidemment que vous recommander ce bouquin, hein, mes coups de cœur. Voilà, je vous dis toujours, faites ce que vous voulez des livres que je vous présente, que j'ai aimés, que je n'ai pas aimés. Si vous avez envie de les lire, faites-le. Si vous n'avez pas envie de les lire, eh ben c'est pas grave. Mais là, honnêtement, si vous avez envie d'un roman qui vous bouleverse, je ne peux que vous recommander la lecture de L'homme sous le toit de Francis Groff. Mais attention, trigger warning, ça aborde des thématiques assez noires. Je ne vais pas les aborder ici dans ce vlog parce que ça risquerait de vous spoiler, mais si ça vous intéresse, je suis toujours disponible en message privé, notamment sur Instagram, hein, donc un air littéraire, je vous mets mon pseudo juste ici. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir m'écrire pour voir quels sont les trigger warnings de ce livre et pour voir si c'est quelque chose qui pourrait finalement vous tenter ou pas. Voilà donc pour le livre que j'ai lu... Non, qu'est-ce que je raconte ? Je l'ai lu dimanche ou samedi, je ne sais plus. Bref, mais en tout cas que j'ai lu ce week-end et quasi d'une traite et qui m'a beaucoup plu. Une fois que j'ai terminé ce bouquin, donc je suis allée courir, je vous l'ai dit, j'ai terminé la liste et donc non, je l'ai bien terminé samedi. Voilà, bref. Donc le lendemain, je suis également allée courir et j'ai commencé un nouveau livre audio. Voilà, qui s'intitule donc Précipice de Céline Dangean. Alors Précipice, ça fait partie d'une saga qui met en scène Louise Comon, qui est une major à la gendarmerie. Il me semble que c'est une gendarme. Mais bref, donc ça fait partie d'une saga et Louise Comon, je l'avais déjà rencontrée dans Matrice, qui est donc le tome 1, et Précipice, c'est le tome 2, et il faut savoir qu'il y a un troisième tome qui s'intitule Châtiment, si je ne dis pas de bêtises, et Châtiment, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes précédents vlogs, parce que c'est un livre que j'avais eu l'occasion de lire lors du prix des pages de l'étrange pour le festival Étrange Grande, le festival de 2024. Donc il va y avoir 2 ans maintenant. J'avais lu Châtiment, je l'avais beaucoup aimé. Et voilà, de manière générale, j'aime beaucoup les livres de Céline Dangean, que ce soit la saga qui met en scène donc Louise Comon ou son autre saga qui est composée de La fille de Cali, Le cheptel, Double amnésie et un 4e tome que j'oublie, mais en tout cas, enfin bref, tout ce qu'écrit Céline Dangean, c'est en tout cas des livres que j'ai à chaque fois appréciés. Je trouve que c'est la queen, hein, clairement, du thriller, policier, polar, etc. français, et à chaque fois que je me plonge dans un livre de cette autrice, je passe un excellent moment. Et donc, étant donné que là je suis en pleine... phase finale de préparation de mon marathon, j'avais besoin d'un livre qui allait me porter lors des derniers entraînements et potentiellement me porter jusqu'à la ligne d'arrivée lors de mon marathon, donc le 16 mai prochain. Et je me suis dit que voilà, pourquoi pas prendre un Céline Dangean, au moins je suis sûre qu'avec cette autrice je vais passer un excellent moment, que l'enquête va être prenante, haletante et que je vais vraiment apprécier ce livre. Alors dans Précipice, donc je vous l'ai dit, on va suivre donc Louise Comon qui est major, il me semble, à la brigade de gendarmerie, voilà, à Tarbes, ou en tout cas quelque part dans le sud de la France. Bref, je ne sais plus exactement où, mais bon bref. On va suivre donc Louise Comon qui va être envoyée sur une scène d'agression. Donc en fait, il y a une dame qui s'appelle Valériane qui s'est fait agresser, qui s'est fait attaquer par un inconnu, qui s'est fait ligoter, et mais bien ligoter. Elle s'est retrouvée dans sa baignoire où l'eau montait petit à petit, et juste à son oreille, la personne qui lui a fait ça lui a murmuré « Tu vas mourir, Valériane », mais par chance, le livreur de pizza arrive au bon moment. Son agresseur s'enfuit et Valériane est sauvée. Donc Louise Comon va commencer donc à enquêter sur cet agresseur, et lorsqu'un
un meurtre survient avec exactement le même mode opératoire que l'agression de Valériane, eh bien Louise Common, elle comprend que c'est la signature d'un tueur et elle va commencer à chercher des liens qui unissent les deux victimes et pour cela, elle va devoir se plonger dans le passé de ces personnes et en parallèle de l'enquête, on est bien évidemment plongé dans le passé de plusieurs étudiants qui fréquentent une école... alors c'est une école secondaire où en fait les étudiants peuvent suivre leur cursus scolaire normal en parallèle d'une discipline sportive qu'ils voudraient suivre de manière un peu plus intense et dans le but de devenir professionnel. Enfin voilà, vous voyez, c'est les athlètes sportifs qui veulent avoir les athlètes sportifs, oui, enfin bon bref, les sportifs qui veulent pouvoir s'entraîner et avoir une carrière d'athlète tout en continuant en fait l'école pour avoir le baccalauréat et tout ça. Voilà, donc en fait on va suivre les étudiants 20 ans plus tôt, donc aux environs de 2001, où on va suivre tous ces étudiants, on va apprendre qu'il s'est passé quelque chose et en parallèle dans le présent, donc on va suivre Louise qui va enquêter sur ce meurtre et cette agression et donc on comprend que les deux histoires sont liées et que potentiellement il s'est passé quelque chose dans cette école de sportifs 20 ans plus tôt qui a une conséquence sur les agressions et les meurtres qui ont lieu maintenant. Voilà un petit peu pour le résumé, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. J'ai bien avancé parce que j'ai quand même eu des runs assez longs dernièrement. Et j'ai écouté l'équivalent de 163 pages sur 649. Voilà, donc j'ai lu, je ne sais pas trop combien de pourcents du bouquin, mais voilà, j'ai lu 163 pages sur 649. J'ai quand même bien avancé. Après, je vous avoue que je pensais avoir écouté beaucoup plus que ça parce que j'ai eu quand même des très longs runs à faire dernièrement. Mais bref, écoutez, je suis à fond dedans. Vraiment, je trouve que l'histoire est assez intrigante. J'aime bien le fait que Céline Dangean nous plonge à chaque fois dans l'enquête au présent et ensuite fait des flashbacks pour nous expliquer un petit peu les racines du mal dans le passé. Donc ça, j'aime beaucoup parce qu'on va suivre les deux histoires en parallèle. On sait qu'il va se passer du coup un drame qui va entraîner une vengeance, mais on ne sait pas quel drame et on ne sait pas qui va mettre en place cette vengeance. Et donc voilà, donc je trouve ça hyper intéressant. J'aime bien le personnage de Louise Common qui a un caractère bien trempé mais je la trouve hyper agréable à suivre. J'aime bien également la dynamique de son équipe et voilà, l'enquête je la trouve aussi hyper intéressante. Je trouve ça assez machiavélique cette manière de faire et je m'interroge du coup sur la personne qui met cette vengeance en place et j'ai hâte en fait d'en savoir plus et de poursuivre cette histoire. Donc là où j'en suis qu'au tout début, il y a déjà eu donc l'agression de Valériane, le premier meurtre a également déjà eu lieu. Je dis premier meurtre, mais je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, hein, mais on comprend qu'il a plusieurs cibles en tête, notre petit meurtrier, donc je suppose que voilà, il va pas s'arrêter à ces deux personnes. Mais bon bref, donc là où j'en suis, il y a eu l'agression, il y a eu le premier meurtre, et Louise commence un petit peu elle commence le puzzle, voilà, elle a déjà rassemblé quelques pièces et là il y a quelques pièces qui commencent tout doucement à s'assembler et on est vraiment au tout début de l'enquête. Ça a mis quand même 164 pages à réellement démarrer parce que là où j'en suis, on est vraiment au tout début de l'enquête où on commence à comprendre un petit peu qu'il y a un lien et où ça va véritablement démarrer pour entrer dans le vif du sujet et dans l'approfondissement des choses. Mais voilà, donc ça met quand même un bon moment à se mettre en place, mais je trouve que la plume de Céline Dangean, elle est ultra fluide, elle est ultra agréable, vraiment il se passe, alors comment dire, je dirais pas qu'il se passe pas grand chose, mais en fait l'autrice, elle prend son temps pour déployer son histoire, pour déployer ses personnages. C'est un rythme qui est pas vraiment soutenu, mais qui tient en haleine malgré tout. Et en fait, je trouve qu'elle a tellement une plume hyper agréable que c'est plaisant à juste lire ou écouter. Et on est bien dedans, ça nous tient en haleine, les personnages sont bien campés et la plume est bien. Donc du coup, tout ça, ça nous emporte dans cette histoire. Et on sait très bien que malgré les presque 650 pages, eh bien ça va pas être un roman qui va
nous ennuyer, ou enfin en tout cas j'espère qu'il va pas m'ennuyer, mais c'est vrai qu'à chaque fois Céline Dangean elle écrit des pavés et je trouve que malgré que ça prenne son temps, il n'y a pas de temps mort, ça n'est pas peu haletant, enfin voilà, moi à chaque fois je suis bien tenue en haleine, je trouve ça hyper intéressant, je tourne toujours les pages avec grande avidité, avec voilà, avec envie de connaître la suite. Et là, à l'audio, c'est un peu le même sentiment que j'ai. J'ai envie de continuer cette histoire, malgré qu'elle prenne son temps de la mettre en place. Mais les personnages sont tellement intéressants, ils sont tellement bien travaillés, et sa plume est tellement agréable que tu as juste envie de l'écouter, d'aller courir, de faire des super longs runs pour arriver au bout de cette enquête qui... si c'est comme à son habitude, va être assez explosive et va être encore une fois pépitas del pépitos à la fin, ou en tout cas, je l'espère. Donc voilà pour le livre que j'ai commencé du coup lors de mon run de dimanche. Très hâte de le continuer et de toute manière je vous en parlerai un petit peu plus dans les prochains vlogs, hein, bien évidemment. Et sinon, dimanche, je n'avais pas envie de me plonger dans un long bouquin. J'avais envie d'un petit bouquin intermédiaire que je pouvais me caser entre dimanche moitié d'après-midi et dimanche soir. Et j'ai donc décidé de sortir de ma palle un livre que l'une de mes copines m'a prêté. Il s'agit du Fusil de chasse de Yasushi Inoue. Voilà. Donc c'est un roman qui est daté de 1949. C'est un roman qui est assez mince. Comme vous pouvez le voir, ça s'apparente à une nouvelle, mais voilà, c'est un petit roman. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre, il s'appelle Josuke, pardon. Josuke Mizugi. C'est ça. Josuke Mizugi, qui est un monsieur qui va recevoir 3 lettres. 3 lettres de 3 femmes différentes, mais qui sont plus ou moins liées entre elles, parce qu'il va recevoir une lettre de la fille de sa maîtresse, il va recevoir une lettre de sa propre femme, et il va recevoir une lettre de sa maîtresse, lettre qu'elle a écrite juste avant son suicide. Et donc en fait, au fur et à mesure, donc on va lire ces 3 lettres à la suite l'une de l'autre, et à travers ces 3 lettres va se dévoiler en fait les différents aspects de la tragédie qu'elle couvre, parce que le point de départ de la réception de ces lettres, c'est donc le suicide de la maîtresse de Josuke Mizugi, et donc la fille va exprimer certaines choses donc à ce fameux Josuke, sa femme également, parce que bien évidemment Josuke pensait en fait avoir tenu secret cette liaison pendant plus d'une décennie, mais en fait dans les lettres on comprend que ce qu'il croyait tenu caché ne l'était pas du tout, et on va suivre en fait à travers ces 3 lettres les confessions intimes de ces 3 femmes pour lesquelles il y a eu en fait les conséquences de cette tromperie, de cette, comment on dit, de cet adultère, voilà. Et en fait, on va explorer un petit peu les sentiments de ces 3 femmes, entre chagrin, entre remords, entre amour déçu. Elles vont vraiment étaler un petit peu leurs sentiments amoureux, et qui va aussi... donc donner des explications à Josuke, pourquoi la fille de sa maîtresse ne veut plus avoir affaire à lui, pourquoi sa femme, pareil, ne voudra plus avoir affaire à lui, et la lettre de sa maîtresse va un petit peu expliquer le pourquoi en fait de son geste. Et donc voilà, ça va explorer différents sentiments amoureux, humains, et voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que Yasushi Inoue, donc l'auteur, a un langage extrêmement simple, extrêmement dépouillé, très très sobre. Ça va être un récit qui est assez concis pour explorer les différentes facettes de ses sentiments et la complexité de ses sentiments. Et en fait, cet auteur m'a fortement fait penser à Stefan Zweig par sa plume, par son exploration des sentiments complexes humains qui sont narrés de façon, comme je l'ai dit, extrêmement sobre, un style comme un petit peu détaché, mais pourtant à la fois très juste et de manière assez straight to the point en réalité. Voilà, il ne s'étale pas pendant des pages et des pages, et dans un petit roman il arrive à expliquer
de manière sobre, de manière dépouillée, avec un langage, oui, simple, si je puis dire, la complexité pardon, de ces sentiments humains autour de cette thématique, donc de l'amour, du chagrin amoureux, voilà, de la désillusion, et voilà. Donc c'est vraiment un récit bref, qui a enfin qui est hyper intéressant. Moi je connaissais pas du tout donc Yasushi Inoue, donc là la quatrième de couverture nous dit qu'il est né en 1907, qu'il a fait des études de philosophie, il a été journaliste et il a reçu des prix littéraires au Japon pour d'autres de ses écrits. Et en fait ils disent donc la même année, donc en 49, il écrit Le fusil de chasse, son œuvre d'une richesse exceptionnelle aborde tour à tour le roman historique, les thèmes contemporains et la poésie. Ouais. Donc voilà, et en fait je connaissais pas du tout cet auteur, mais j'ai beaucoup aimé ce livre parce que comme je vous l'ai dit, ça m'a fait penser un petit peu à Stefan Zweig, et j'adore les écrits de Zweig, si on veut le prononcer avec l'accent. Voilà, j'ai bien aimé, même si je dois bien avouer que je ne me suis pas vraiment sentie investie et touchée par ce récit, parce que comme je vous l'ai dit, la plume est quand même assez sobre. Elle est concise et percutante, mais ça m'a quand même donné une certaine distance par rapport à cette histoire, alors que Zweig arrive plus à m'emporter. Je ne sais pas comment expliquer, mais je me sens plus investie émotionnellement parlant par les écrits de Zweig que par celui-ci, mais peut-être que voilà, c'est la pudeur de la plume japonaise, je ne sais pas, mais en tout cas par quand même la plume et la manière de narrer son histoire, ça m'a, enfin, j'ai vraiment pensé à Stefan Zweig, et donc du coup ça a été quand même une excellente découverte. J'ai beaucoup aimé vraiment ce livre, je l'ai dévoré donc dimanche pardon, après-midi. J'ai pas pu le lâcher à partir du moment où je l'ai commencé. C'est vrai qu'arrivé à la fin, j'étais quand même contente parce que c'est un peu triste en fait les lettres qui sont voilà, qui ont été envoyées à ce Josuke, mais voilà, franchement ça a été une assez chouette lecture et ça m'a permis de découvrir un nouvel auteur japonais que je ne connaissais pas du tout, et je remercie donc ma copine Sophie, ma copine d'université, qui m'a donc prêté ce livre et qui grâce à ça m'a fait découvrir un nouveau pan de la littérature japonaise. Voilà donc mon avis final pour ce livre que j'ai donc terminé dimanche soir, et dimanche juste avant d'aller dormir, j'ai commencé un nouveau livre, mais étant donné que je vois que je suis déjà à plus de 35 minutes de blabla livresque, je vais garder le suspense de l'identité de ce livre jusqu'à la semaine prochaine, et je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Et voilà, c'est sur ce petit suspense, sur ce petit cliffhanger que je conclue cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu les différents livres que je vous ai présentés cette semaine, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous êtes mitigé à leur sujet? Est-ce que vous les avez détestés? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, et en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog, moi comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao.